bonsoir à vous. Je suis très heureux de vous retrouver sur France 3 pour un nouveau numéro de Tout peut changer. Ce soir, on va se soigner. On va se soigner mieux. On va soigner nos doutes aussi, parce que face aux virus et aux microbes, on en entend de belles et parfois on ne sait plus bien à quel vaccin se vouer. Lui, vous le reconnaissez ? C'est un vieil habitué, pourtant c'est le virus le plus malin, le plus changeant, l'un de nos ennemis les plus redoutables et peut-être celui dont on se méfie le moins. C'est la grippe. 4 siècles que nous la combattons, que nous les combattons en fait, parce que vous savez combien on lui connaît de visages d'ores et déjà ? 144. 144 visages pour le même virus, saisonnière, aviaire, porcine, grippe espagnole, H1N1, H7N9, etc., etc. Elle a pris tous les noms, elle change chaque année, c'est vraiment le virus caméléon. On est venu à bout de la variole et on n'arrive pas à triompher de la grippe. Pourquoi ? Et si on se trompait d'ennemis? Et si on se trompait d'armes? Que faut-il espérer exactement de la recherche? Et puis ça aussi, c'est d'actualité. Faut-il se méfier des vaccins? Sont-ils aussi efficaces que le disent les laboratoires? Sont-ils aussi dangereux que certains d'entre vous le pensent peut-être? Et si on parle vaccin face au virus, il faudra parler des antibiotiques face à des bactéries qui nous résistent de plus en plus souvent. Bref, que faut-il changer pour mieux nous soigner? Que sommes-nous prêts à accepter? Voilà les questions qu'on va se poser ce soir avec nos invités et on attend évidemment vos réactions sur le site internet de l'émission et sur les réseaux sociaux. Alors vous l'avez compris, ce soir la guerre est déclarée et on va commencer par elle. On va commencer par la grippe. On la vit comme une maladie bénigne en France alors qu'elle est en fait l'ennemi numéro 1, vous allez le découvrir, des scientifiques du monde entier. Grippe, un vaccin à tout prix? C'est un document signé Marianne Tavenec et Caroline Diebold. 7h30, dans la banlieue de Tours. Comme presque chaque matin depuis 3 semaines, Bernard Royer part en mission. La sacoche dans une main et une glacière dans l'autre, mais certainement pas pour un pique-nique. Bernard Royer est médecin. Et à cette période de l'année, ses préoccupations tournent essentiellement autour d'un sujet, la grippe. Aujourd'hui, il a rendez-vous à quelques kilomètres de là, à la mairie de Fondette, pour une séance de vaccination collective. Le nécessaire, l'arme principale, c'est le vaccin grippe, que je viens de sortir de la glacière où elles sont conservées au frais. Bonjour madame. Entreprise ou administration comme cette mairie, Bernard Royer vaccine chaque année plusieurs centaines d'employés volontaires sur leur lieu de travail. Les patients viennent sur leur temps de pause, alors il n'y a pas une minute à perdre. Bonjour monsieur. Donc vous revenez pour la vaccination, vous l'aviez déjà fait l'année précédente? Oui, ça fait de nombreuses années que Vous n'avez pas de réaction après la vaccination? Même pas de soucis. D'accord. Vous n'avez pas eu la grippe l'hiver dernier? Non. Non. C'était quand même le but de la vaccination. Voilà, c'était quand même le but de l'opération. Okay. Pas de l'opération. Donc comme il n'y a rien de plus, je vais vous faire le vaccin dans le haut du bras. Voilà, vous détendez bien le bras. Voilà monsieur. Comme cet homme, l'année dernière, 5 millions de Français se sont fait vacciner contre la grippe. Les plus concernés sont les personnes âgées ou en mauvaise santé, pour qui la maladie peut être dangereuse. Il y a aussi ceux qui préfèrent prendre les devants parce que la grippe leur a laissé un mauvais souvenir. Asseyez-vous ou restez debout, comme vous le préférez. Je l'ai eu il y a quelques années très très forte et depuis à peu près une quinzaine d'années, je le fais tous les ans. Et jusque-là, je n'ai pas attrapé la grippe. Donc j'espère que cette année, ce sera pareil. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le maire. C'est la municipalité qui finance la vaccination. Et pour le maire, c'est un investissement rentable à tout point de vue. Tout le monde est venu. Il y a 3 intérêts. Le premier intérêt, bien sûr, pour l'agent, puisque ça le met à l'abri éventuellement de pathologies, et donc c'est un confort pour lui. D'autre part, bien sûr, pour la mairie, puisque nous avons beaucoup moins d'arrêts de travail, et donc nous pouvons organiser notre travail de façon beaucoup plus sereine. Et puis je dirais aussi, bien, ne serait-ce que pour les finances des sécurités sociales, puisque par la prévention, on arrive aussi à éviter que les gens tombent malades, etc. Et donc ensuite, qu'il y ait des dépenses importantes. Au revoir monsieur le maire. Merci beaucoup. Il est vrai que le virus coûte cher à l'assurance maladie. 200 millions d'euros l'année dernière, car c'est un virus particulièrement capricieux. La grippe est une maladie contagieuse qui s'attrape par voie respiratoire, surtout l'hiver quand nous sommes plus fragiles et confinés à l'intérieur à cause des conditions climatiques. Et c'est un virus qui évolue tout le temps. Il en existe plein de formes différentes.
Le virus de la grippe est un des virus qui a le plus de capacité de mutation qui font que on peut attraper la grippe plusieurs fois de suite, alors qu'une maladie infectieuse, habituellement, on n'attrape qu'une fois. Donc c'est pour ça que le vaccin contre la grippe est modifié tous les ans. Faire un vaccin contre la grippe, c'est donc un pari. Car on ne sait jamais à quoi va ressembler l'ennemi. Chaque année, dès le mois de février, l'Organisation mondiale de la santé définit la composition du prochain vaccin à partir des données de l'hiver passé. C'est un cocktail des différentes grippes les plus susceptibles de revenir, celles qui ont sévi les années précédentes. Voici par exemple celui de cette année. Une fois le mélange décidé, le vaccin est fabriqué en plusieurs millions d'exemplaires pendant l'été et prêt fin septembre pour la campagne hivernale. Mais la bataille n'est jamais gagnée d'avance, car la grippe est un ennemi aux 1000 visages. C'est un des virus les plus insaisissables qui soit. Grippe H1N1, grippe aviaire, grippe espagnole, H5N1, grippe porcine, mexicaine, H7N9, H6N1. La lutte est d'autant plus difficile à mener que la grippe est un ennemi impossible à éradiquer, car elle puise ses origines au cœur du monde animal. C'est ce que nous expliquent le professeur Barbara Dufour et le biologiste Patrick Berche. La grippe est un ennemi de toujours dont on n'est pas prêt de se débarrasser. D'abord, pour une raison simple, c'est que le réservoir du virus de la grippe, ce sont les oiseaux. Et les oiseaux sont apparus il y a 150 millions d'années et ils sont extrêmement nombreux, il y a des milliards d'oiseaux et donc le réservoir est là. Quand ces oiseaux sont porteurs de la grippe, ils peuvent parfois la transmettre à l'homme directement. C'est ce qu'on appelle une zoonose. C'est ce qui se passe, par exemple, pour la grippe aviaire. L'homme va se contaminer par respiration de virus provenant de poussières dans lesquelles des poules ont, par exemple, excrété en grande quantité ce virus. Virus qui va, dans la poussière, être mis un petit peu en suspension. L'homme respire ces poussières et peut se contaminer de cette manière-là. Mais même si une grippe de ce type peut être très virulente, cela reste une maladie animale. La contamination est limitée aux humains qui côtoient étroitement des oiseaux, notamment dans les élevages. Seulement, il arrive souvent qu'un autre animal vienne jouer les troubles faits et permette à ce virus de muter, c'est-à-dire de se transformer. Le coupable le voilà. Non seulement le porc est un hôte particulièrement réceptif au virus, mais son organisme favorise les mutations génétiques. Récapitulons. Le virus aviaire contamine le porc. Alors, le virus se transforme, puis le porc transmet ce nouveau virus à l'homme. Un virus devenu extrêmement contagieux, c'est la grippe humaine. Il suffit qu'une personne qui ait la grippe éternue pour en contaminer plusieurs autour d'elle. Et dès que le virus trouve un petit morceau de pharynx, un petit morceau de nez qui est tout près de l'entrée de ce virus, eh bien il peut s'y multiplier. D'où l'extrême contagiosité de la grippe. Heureusement, la plupart du temps, cette infection n'est pas plus dangereuse qu'un vilain rhume. Mais il arrive que la mutation donne naissance à un virus beaucoup plus virulent. Et dans ce cas, les conséquences peuvent être catastrophiques. Nous sommes en 1918. Alors que l'Europe se déchire depuis 4 ans dans un conflit sans précédent, les Américains entrent dans la bataille. Ils créent des dizaines de campements militaires de fortune, à l'image de celui-ci au Kansas, pour former des millions d'hommes avant de les envoyer au front. 40 000, 50 000, 60 000 personnes étaient rassemblées dans des camps venant de tous les États-Unis. Au camp de Funston, 56 000 militaires s'entassent ainsi dans des baraques et des tentes montées à la va-vite. Une promiscuité qui va engendrer le pire. Le 4 mars, un cuisinier tombe malade. En 3 semaines, des milliers d'autres soldats sont cloués au lit par une grippe particulièrement contagieuse. Très vite, l'épidémie s'étend à toutes les bases militaires et bientôt au reste de la population. En avril, l'Europe est touchée. Les soldats américains débarquent à Brest, Bordeaux ou Saint-Nazaire, apportant avec eux cette grippe virulente. À l'été, le virus a déjà fait le tour du monde. C'est à ce moment-là que cette grippe éprouvante mais banale se transforme du jour au lendemain en une maladie mortelle.
à partir de septembre 1918, c'était une hécatombe. Il faut s'imaginer qu'à Paris, bien que ça ait été caché par la censure, il y a eu 20 000 morts en 4 mois à Paris, dans la population civile. Déjà affaiblis par la guerre, les États ne peuvent se permettre de révéler l'ampleur de la pandémie à l'opinion publique. Les informations concernant la grippe sont donc censurées dans tout le pays. Tous, sauf un. On l'a appelée grippe espagnole parce que l'Espagne était un pays neutre dans lequel il n'y avait pas de censure. Et donc les journaux en parlaient tous les jours, le roi était malade, etc. Dans tous les autres pays, c'était complètement caché. Personne ne parlait de la grippe espagnole, ni les Allemands, ni les Français, ni les Américains, pour des raisons stratégiques, pour ne pas démoraliser les troupes. Cette terrible maladie finit par disparaître aussi vite qu'elle est apparue, laissant derrière elle entre 50 et 100 millions de victimes en moins d'1 an, soit l'équivalent de 5% de la population mondiale. En Europe, c'est bien plus que le bilan de la Première Guerre mondiale. Et la grippe n'a pas fini de faire parler d'elle. En cet automne, un mal qui répand la terreur, la grippe asiatique, puisqu'il faut l'appeler par son nom, semble devenir la transposition moderne du fameux péril jaune. La prochaine alerte planétaire se produit en 1957. 2 millions de morts avec cette mystérieuse grippe asiatique. 10 ans plus tard, même scénario avec la grippe de Hong Kong. En 1997, la menace d'épidémie prend une nouvelle forme. C'est une grippe aviaire, mortelle pour l'homme dans la moitié des cas. Mais c'est en mars 2009 que l'alerte est la plus chaude. Un virus présenté comme aussi dangereux que celui de la grippe espagnole fait son apparition au Mexique, dans le village de la Gloria, qui vit de l'élevage de porcs. En un mois, la grippe qui porte l'appellation scientifique de H1N1 se répand dans le monde entier. Le 11 juin, l'Organisation mondiale de la santé appelle officiellement à la mobilisation générale. J'ai décidé d'augmenter le niveau d'alerte de 5 à 6. Le monde est maintenant au début d'une pandémie grippale. Dans les pays occidentaux, on commande des vaccins et des antiviraux à tour de bras. En vain, car encore une fois, la grippe n'en fait qu'à sa tête. Au début de l'été, le virus perd de sa virulence. Il n'est pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Finalement, on ne retiendra de cette crise que le fiasco médiatique et administratif. 4 ans après, il n'est pas si facile de savoir si les autorités internationales ont eu raison de lancer une telle alerte. Mais ce qui est certain, c'est que la lutte contre les virus et contre la grippe est devenue un combat mondial. Si la grippe espagnole a pu faire des dizaines de millions de morts en 1918, à l'heure de la mondialisation, l'impact d'un virus virulent et contagieux pourrait être encore plus fulgurant. Pour éviter une tragédie, la surveillance est permanente. Nous sommes en Suisse, dans la paisible ville de Genève. Un peu à l'écart du centre, ce grand bâtiment est le siège de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'un des lieux les plus stratégiques de la planète dans la lutte contre les épidémies. Au rez-de-chaussée de l'aile nord, tous les matins à 11 h, on dresse l'état de santé de la planète. Autour de la table, des experts du monde entier, scientifiques, médecins, logisticiens. Ils font le tour de tous les nouveaux cas de maladies qui pourraient potentiellement devenir des menaces pour l'homme. Pendant le week-end, on a été informé d'une fièvre hémorragique en République démocratique du Congo et aussi des nouveaux cas de rougeole en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et bien sûr, on reste en alerte sur le coronavirus au Moyen-Orient. Les informations sont récoltées des 4 coins du monde 24 heures sur 24. Des logiciels analysent tous les médias en permanence. Un oiseau mort, un cas de décès suspect, la moindre rumeur est vérifiée. Chaque jour, ces informations représentent une trentaine d'urgences à traiter. La plupart d'entre elles sont gérées directement à la source par le pays. Mais lorsqu'un événement pourrait devenir une épidémie mondiale, l'OMS active sa cellule de crise. La Française Isabelle Nuttall veille à sa logistique. Elle nous emmène au premier sous-sol, dans ce qui sert alors de quartier général.
Bonjour Paul, bonjour Marc. Est-ce que tout est en place pour la prochaine conférence téléphonique? Les experts se regroupent dans cette salle de réunion, digne de celle d'un état-major militaire. Une sorte de bunker avec un système autonome de télécommunication et capable de résister aux catastrophes. Tout a été conçu pour pouvoir être le véritable centre de crise qui continue à fonctionner quelle que soit la situation. C'est par exemple dans cette salle surprotégée que l'OMS s'est réunie en 2009 quand la pandémie de grippe H1N1 s'est déclarée. Cette salle, en temps de crise, H1N1 complètement remplie, tous les sièges occupés, une rangée de sièges derrière encore, des allées et venues en permanence, des temps forts dans la journée, avec souvent et au moment du H1N1, la directrice générale qui arrive, qui s'installe ici, qui demande d'avoir une mise à jour de la situation. C'est à vous de prendre les décisions, de faire le tri et de ne retenir que ce qui est essentiel. Parmi les dizaines de personnes mobilisées, Sylvie Briand est la directrice du département épidémie et pandémie. Son obsession est de prendre les virus de vitesse pour qu'ils n'envahissent pas la planète. Mais la mondialisation des échanges demande une vigilance de tous les instants. Chaque semaine, on a 2, 3, 4 épidémies dans le monde. Et ce qui a changé probablement avec l'accélération justement des transports internationaux, c'est que ces virus, quand ils émergent quelque part, eh ben, ils peuvent justement aller d'un pays à l'autre beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est notre défi maintenant, c'est à la fois de permettre à ce que les gens se déplacent sur la planète, de permettre justement le commerce, les voyages, mais en même temps s'assurer que ça ne va pas aider aussi les virus à se déplacer à la même vitesse. En ce moment, 3 ennemis sont particulièrement surveillés par l'OMS. Les nouvelles grippes aviaires H7N9 et H6N1 et le coronavirus repéré en Arabie Saoudite. De celui-là, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que, comme pour la grippe, il est d'origine animale. On l'a détecté chez des chauves-souris et des dromadaires. Et depuis 1 an, la planète est en alerte. 25 octobre dernier, aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il est 16 h et un avion est particulièrement attendu. Il revient de Jeddah, une ville d'Arabie Saoudite. Au terminal T3, des dizaines de familles attendent dans le hall, les yeux fixés sur la porte des arrivées. En coulisses, le docteur Barguin, chef du service médical de l'aéroport, scrute le comportement des passagers. Ça se passe bien? Ouais. Ça va? Très bien. Les 260 passagers demandent une attention toute particulière car ils rentrent du pèlerinage de la Mecque, en Arabie Saoudite, le pays où est apparu le mystérieux coronavirus. Il y a actuellement 150 cas identifiés et 60 morts à peu près. Donc, c'est relativement localisé et surtout suivi comme le lait sur le feu par les organisations sanitaires internationales et les organisations de l'Arabie Saoudite. Le rassemblement de la Mecque est un cauchemar pour les autorités sanitaires. Un lieu à haut risque, surveillé de très près. Car chaque année, au plus fort du grand pèlerinage, jusqu'à 3 millions de musulmans originaires de 40 pays s'y retrouvent pendant une semaine pour prier. Une promiscuité qui favorise la transmission des microbes et peut déclencher des épidémies. Depuis toujours, l'Arabie Saoudite essaye de limiter les risques. Mais cette année, à cause du coronavirus, le pays a franchi une nouvelle étape en limitant le nombre de fidèles et en multipliant les recommandations d'hygiène. Se laver les mains régulièrement, ça on l'a fait aussi, à chaque fois qu'on rentrait de l'extérieur, on se lavait les mains. Ils nous distribuaient à chaque événement, chaque journée du rite, des masques de protection et on les mettait tous. Ouais. Dans l'hygiène et la sécurité, ils sont très stricts. J'ai un mec dehors, en attendant, il a des spasmes sur place là. Ah bon? Première alerte de la soirée pour le docteur Barguin et son équipe. Prends le fauteuil là-bas, on va aller voir. Bonjour monsieur. Un simple malaise dû à l'émotion, rien à voir avec le coronavirus. Ah bah oui, bah, il est peut-être ému, c'est pour ça. Ce jour-là,
comme pour toute la période du pèlerinage, aucun cas de coronavirus n'a été détecté. Pourtant, la menace est réelle. Au printemps dernier, dans le nord de la France, le mystérieux virus a déjà frappé. 29 avril, au centre hospitalier de Douai. Un homme de 65 ans est emmené au service de réanimation dans un état très inquiétant. C'est le docteur Anne Gaguerre qui le réceptionne. Donc voilà. Donc monsieur est arrivé dans cette chambre. En fait, il était entre la vie et la mort. Pour le médecin, ce patient pose problème car il présente une série de symptômes qui d'habitude ne vont pas ensemble. Le patient dont on parle avait un tableau un peu atypique. C'est-à-dire qu'il y avait surtout initialement des diarrhées avec une fatigue et une insuffisance rénale, raison pour laquelle on l'a pris en charge. Secondairement, il a commencé à tousser et à développer des signes respiratoires qui nous ont alertés. Impuissant à diagnostiquer ce malade, le médecin fait appel en urgence à un infectiologue. Quelques heures plus tard, le docteur Loubna El Mansouf est appelé en renfort. Cette spécialiste des virus se tient au courant de toutes les nouvelles maladies, notamment par le biais de l'OMS. Depuis quelques mois, elle est en alerte sur le fameux coronavirus. Elle fait aussitôt le rapprochement. Le fait qu'il ait voyagé en péninsule arabique, le fait qu'il ait des symptômes respiratoires qu'on ne comprend pas. Et donc, j'ai des arguments pour le coronavirus. Donc à ce moment-là, je leur dis, voilà, il faut rechercher le coronavirus et lui faire son prélèvement. Si le diagnostic est confirmé, ce sera le premier patient français touché. Quelques heures après son arrivée, un prélèvement est effectué dans le nez du malade. L'échantillon, placé dans un triple emballage, est envoyé en transport sécurisé à l'Institut Pasteur à Paris. C'est là qu'il va être analysé au P2+, un laboratoire protégé. Les techniciens vont être protégés de manière complète, c'est-à-dire avec une blouse, des lunettes, des charlottes, etc. On prend des précautions maximales parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ce tube. Mais s'il y a un virus, on va réaliser la première étape d'extraction, c'est-à-dire qu'on va détruire le virus tout en conservant son génome, son ADN. Reste ensuite à comparer cet ADN avec celui du coronavirus. Et c'est cet appareil qui donne la réponse. Comme pour les fichiers de la police, il contient la carte génétique de centaines de virus. S'il s'agit du coronavirus, la machine effectuera immédiatement le rapprochement. S'il y a présence du virus dans le prélèvement, on va voir apparaître une courbe, et cette courbe va révéler la présence du virus. C'est bien ce qui se passe en avril dernier avec le patient de Douai. La conclusion est sans appel, il est bien atteint du coronavirus. Malgré la réactivité des équipes, le patient décède le 28 mai à l'hôpital de Lille, un mois après le diagnostic. Dans la guerre contre les virus, il est donc indispensable d'agir le plus vite possible pour limiter leur progression. C'est une perpétuelle course contre la montre. Vittoria Colizza vient de mettre au point une arme qui peut s'avérer décisive. Cette physicienne italienne de renommée internationale travaille depuis un an à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à Paris. Elle a créé un logiciel qui anticipe la diffusion du virus. On multiplie ça par le taux de rétablissement. Celui des gens qui sont infectés maintenant. Il a fallu 10 années de ce genre de calcul incompréhensible pour le commun des mortels avant de mettre au point un logiciel à l'objectif pourtant très simple. En fait, c'est impossible d'expérimenter la propagation d'un virus à l'échelle mondiale, comme on peut tester une maladie sur un animal, par exemple. Dans notre cas, la seule chose qu'on peut utiliser, c'est la simulation. Le but, c'est de recréer avec l'ordinateur la population type et d'utiliser cette population virtuelle pour explorer différentes situations et scénarios en cas d'épidémie. Pour que la simulation soit la plus réaliste possible, il faut intégrer un maximum de données. En premier lieu, la quantité d'individus et les lieux où ils se trouvent. Ensuite, il faut prendre en compte la mobilité des gens, c'est-à-dire comment ils voyagent et où ils se croisent.
Et pour être encore plus réaliste, on utilise des données à une échelle plus petite, comme les données de déplacement journalier, c'est-à-dire les mouvements que les gens font quotidiennement pour aller de leur maison à leur lieu de travail. Enfin, le logiciel enregistre toutes les données disponibles sur tel ou tel virus, son temps d'incubation ou son traitement par exemple. Il peut alors simuler la propagation d'une épidémie à l'échelle de la planète. Lors de la crise du H1N1, il était encore en phase de test, mais ce qu'il a montré était prometteur, car il a anticipé une progression du virus très proche de la réalité. L'épidémie démarre dans la région de Mexico. C'est ce qui est représenté par les points rouges. Les lignes jaunes, elles, correspondent au déplacement du virus dans des zones qui ne sont pas encore infectées. Et ainsi de suite. On peut suivre comment la grippe s'est propagée à l'ensemble de la planète. En Europe, par exemple, les premiers cas surviennent dans les capitales, qui, à cause de leurs aéroports, sont en perpétuel mouvement. Dans nos prévisions du pic de l'épidémie, on a eu un taux de réussite de 87%. Et dans 13% des cas, on était un peu en avance ou un peu en retard, mais au plus seulement de 2 semaines. Avec un tel logiciel, on peut donc espérer lors de la prochaine épidémie anticiper sur l'expansion de la maladie et prendre des mesures pour empêcher sa diffusion. Et parmi ces mesures, pour de nombreux virus, l'arme la plus efficace depuis un demi-siècle reste la vaccination. Fontenay-sous-Bois. Au centre municipal de santé. Ici, on vaccine gratuitement dès l'âge de 6 ans plus de 1000 personnes chaque année. C'est pour effectuer un rappel qu'Isabelle est venue avec sa fille de 11 ans, Océane. Alors, c'est pour qui aujourd'hui? C'est que pour elle, parce que moi c'est bon. Vous c'est bon? Vous êtes à jour? C'est bien. Alors, par contre, je vois qu'elle n'a pas été vaccinée pour la méningite. Donc, on peut la vacciner contre la méningite aujourd'hui. Hein? Alors, sachez que c'est un vaccin qui ne protège pas contre toutes les méningites. Ça protège contre un type de bactérie qui peut donner des méningites graves, voire mortelles. Hein, c'est pour ça qu'on vaccine. C'est une seule injection, voilà, on n'en fait qu'une. Vous suivez de près les vaccins de votre fille? Oui. Pourquoi? Parce que c'est important. Je trouve que c'est des maladies quand même qui sont graves. Donc, En France, 3 vaccins sont obligatoires. Diphtérie, tétanos, polio. Tous les autres ne sont que recommandés. Et depuis 20 ans, le nombre de recommandations ne cesse d'augmenter. Rougeole, hépatite, grippe, méningite, varicelle. Le calendrier vaccinal devient compliqué à lire. On sent que c'est relativement confus quand même dans l'esprit des gens, moi c'est mon sentiment. Quand on dit le mot non obligatoire, c'est-à-dire quand même une grosse partie des vaccins, puisqu'il n'y a que le DTP qui est obligatoire, mais tous les autres ne l'étant pas, même s'ils sont fortement recommandés, souvent quand je dis c'est pas obligatoire, on me dit je vais réfléchir. Si c'est difficile, Pour Océane, ce n'est plus l'heure de la réflexion, et ça ne semble pas l'enchanter. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Ça te plaît? Ouais. Donc ça dure 2 mini-secondes, d'accord? Et je fais le petit picou, ça y est. Et là tu respires bien, c'est le petit produit que tu peux sentir un petit peu. Tac, c'est fini. Alors, verdict. Traumatisé à vie. Ça fait mal. Ouais, ça fait le petit picou et puis c'est le petit produit que tu sens après. Je te mets un petit pansement. Bonne soirée. Océane est maintenant immunisée contre la méningite pour 10 ans. Si aujourd'hui une simple piqûre peut nous prémunir contre de nombreuses maladies, c'est curieusement grâce aux vaches. Ou plutôt à la vaccine, la variole bovine, une forme de variole qui n'est pas dangereuse pour l'homme. À la fin du XVIIIe siècle, le chirurgien anglais Edward Jenner remarque que les fermiers atteints de variole bovine sont bizarrement immunisés contre la variole humaine, bien plus grave. Pour confirmer son observation, Jenner inocule volontairement la maladie de la vache à un jeune garçon de 8 ans.
Il lui injecte ensuite une forme faible de la variole humaine. Le garçon ne présente aucun signe d'infection. Il ne tombe pas malade. Il est immunisé contre la maladie. Le principe de vaccination est né et tire son nom de la maladie animale, la vaccine. Mais il faut attendre près d'un siècle pour qu'un homme aille encore plus loin et qu'il découvre que la vaccination peut être appliquée à d'autres maladies. C'est l'œuvre du Français Louis Pasteur, l'inventeur des vaccins modernes. Le célèbre chimiste parvient d'abord à atténuer la virulence des microbes responsables de maladies infectieuses. Ensuite, quand il injecte ces microbes atténués à des cobayes, il n'attrape pas la maladie. Il semble même protégé contre elle. Il va le prouver avec des maladies animales, puis avec une maladie humaine qui fait très peur à l'époque, la rage. Les gens se pressent alors du monde entier pour recevoir le précieux remède antirabique. Cette méthode, découverte par Pasteur et son équipe, s'applique encore aujourd'hui à nos vaccins. Le principe de la vaccination consiste à introduire dans le corps un microbe responsable d'une infection. Mais il s'agit bien sûr d'une forme diminuée du microbe, incapable de transmettre une maladie. Dès qu'il est injecté, le vaccin est capturé par les macrophages. Ces globules blancs contrôlent l'identité de toutes les cellules qu'ils rencontrent. Et quand ils tombent sur un agent étranger, ils vont sonner l'alerte. Arrive alors à la rescousse une armée intérieure, une autre forme de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes. Ces nouveaux soldats se multiplient à grande vitesse et se mettent à produire des armes de défense, les anticorps, capables d'attaquer le microbe et de le détruire. Après la vaccination, certains des globules blancs restent dans le corps et patrouillent comme des sentinelles. On les appelle les cellules mémoire. Si jamais un microbe du même type se présente à nouveau, elles peuvent alors très vite se mobiliser et produire les défenses nécessaires. C'est donc ainsi qu'un individu vacciné se trouve théoriquement immunisé contre toute nouvelle attaque. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la vaccination est omniprésente. On vaccine à tour de bras. Tuberculose, fièvre jaune, tétanos ou encore poliomyélite. On fabrique des vaccins par millions pour le monde entier. La campagne menée en Amérique contre la poliomyélite est entrée dans sa phase effective. Pour la première fois, le vaccin de Salk a été inoculé à 900 000 enfants. En 1958, l'Organisation mondiale de la santé a un rêve encore plus fou. Faire disparaître une maladie de la surface de la Terre, la variole. Un rêve réalisable puisque le virus ne touche que l'homme et que le vaccin existe. Après 20 ans de campagne de vaccination, le dernier cas de variole est identifié en Somalie en octobre 1977. La variole n'est plus un danger aujourd'hui et elle peut être considérée comme rayée de la carte du monde. C'est en tout cas ce que déclarent les responsables de l'OMS. Le 8 mai 1980, l'OMS signe officiellement l'acte de disparition de la variole, une maladie qui a tué 300 millions de personnes au cours du XXe siècle. Depuis les années 50, les vaccins ont permis de diviser par 30 la mortalité due à certaines maladies. Et ils ont sauvé 2 à 3 millions de personnes chaque année dans le monde. Mais la guerre est loin d'être gagnée pour autant. Et certains virus font même un retour inquiétant. À l'Institut de veille sanitaire, le docteur Gutmann surveille la progression des épidémies en France. D'après ses observations, nous ne serions pas suffisamment vaccinés, ce qui laisserait la porte ouverte au retour de virus un peu oubliés. À un certain moment, une épidémie peut se produire, comme ça a été le cas en France entre 2008 et 2011, où 23 000 cas de rougeole ont été déclarés. 23 000 cas de rougeole en 3 ans, matérialisés par un pic sur ce graphique, pour une maladie parfois mortelle que l'on croyait maîtrisée. Jusqu'en 2007, on ne comptait qu'une cinquantaine de cas de rougeole par an. Or, la rougeole comme la variole est une maladie qui peut être éradiquée. Elle n'existe déjà plus sur le continent américain. Si l'épidémie a pu se propager, ce serait à cause de l'insuffisance du taux de vaccination des jeunes générations. Seuls 67% des enfants français ont fait les 2 injections nécessaires. Il faudrait qu'il soit 80% pour empêcher le virus de circuler. Lorsque cette proportion de personnes vaccinées est suffisante, ceci va permettre à des personnes qui ne sont pas vaccinées de ne pas attraper l'infection. C'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Donc, on se vaccine pour soi-même
mais on se vaccine aussi pour protéger le reste de la population. Pourquoi les Français ne se vaccinent-ils pas plus? Seraient-ils devenus méfiants à l'égard de la vaccination? Pour le sociologue Jocelyn Rode, un spécialiste des questions de santé publique, le vaccin serait avant tout victime de son succès. Jusque dans les années 50-60, on pouvait observer les effets des maladies infectieuses, des épidémies en population générale. On voyait des gens qui étaient malades, des gens qui décédaient. Dans le cas de la polio, on voyait des gens qui devenaient handicapés suite à une infection, une contamination. Les gens ne voyant plus autour d'eux des cas de maladies pensent que ces maladies ont disparu ou sont neutralisées. Et pourquoi se faire vacciner contre des maladies qui n'existent plus, qu'on ne voit plus, pour lesquelles il n'y a plus de menaces, pense-t-on aujourd'hui? Mais il y a d'autres raisons à cette remise en cause de la vaccination. Depuis quelques années, les vaccins se sont multipliés sans toujours faire preuve d'une efficacité évidente. Pire, certains ont semé le doute sur leur innocuité. Un vaccin en quarantaine, la campagne pour l'hépatite B est suspendue. 7 millions de collégiens ont déjà été vaccinés, mais le doute vis-à-vis de ce vaccin n'a jamais été levé. Entre 1994 et 1998, près de 30 millions de personnes sont vaccinées contre l'hépatite B. C'est la plus grosse campagne de vaccination en France. Plusieurs centaines de personnes déclenchent alors une maladie grave, la sclérose en plaques. S'agit-il d'un effet secondaire? Le vaccin est-il responsable? Depuis 15 ans, les procédures judiciaires et les enquêtes scientifiques se succèdent, se contredisent, sans qu'il soit possible de trancher définitivement. Mais l'affaire a laissé des traces. Pour la première fois, la confiance à l'égard de la vaccination a été ébranlée. Jacques Bessin passe beaucoup de temps avec ses deux enfants, Ophélie 13 ans et Valentin 11 ans. Il fait partie de ceux qui émettent de gros doutes sur la vaccination. On travaille la volée, d'accord? À tel point qu'il a pris la responsabilité de ne pas faire vacciner ses enfants. Pourtant, lui-même a bien été vacciné quand il était jeune. Ses doutes sont apparus il y a quelques années par un biais inattendu. Je devais faire un rappel de vaccin, j'ai posé la question à un médecin que je connaissais. Et lui, il m'avait dit non, moi j'ai une prise de conscience, je m'aperçois que dans ma patientèle, il y a de plus en plus de problèmes avec les vaccins, on ne nous dit pas tout. On a beau être médecin, mais on ne sait pas tout ce qui se passe. Donc il avait fait le choix, lui, de ne plus vacciner à l'époque. Jacques décide donc de refuser toute vaccination pour lui et sa famille. Un choix qu'il doit depuis sans cesse défendre. Ainsi, à 11 mois, alors qu'Ophélie est hospitalisée pour une maladie grave, les médecins insistent pour mettre à jour ses vaccins. Sa maladie n'ayant pas de rapport avec la vaccination, Jacques n'en comprend pas l'urgence. Nous avons fait savoir qu'on souhaitait attendre dans un premier temps, qu'elle soit en meilleure santé et tout. Et là, on nous a mis une pression inimaginable pour nous obliger à accepter. Jusqu'au point, on vous fait une ordonnance, vous allez à la pharmacie du quartier, achetez votre vaccin, vous revenez. Et moi, là, j'ai dit non. Malgré ce refus, Jacques Bessin a eu de la chance. Il a pu scolariser ses enfants. Car dans la plupart des cas, un enfant non vacciné n'est pas admis à l'école. Il y a quelques mois, près de Nantes, la petite Luna a été exclue d'un maternel pour défaut de vaccination. Même sentant son Isère, où cela fait près de 3 ans que 2 enfants ne peuvent fréquenter l'école élémentaire. Le problème est pourtant plus compliqué qu'il n'y paraît. En France, seul un triple vaccin est obligatoire, le DTP contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Or aujourd'hui, ce vaccin a été retiré du marché pour les jeunes enfants. Les laboratoires l'ont remplacé par un autre cocktail qui contient en plus des vaccins non obligatoires, comme celui de la coqueluche par exemple. Si on le retire, comment on peut obliger des gens à faire un acte médical dont on ne peut pas trouver le produit? Alors ils vous retrouvent, ah oui, mais bon, on va vous présenter un vaccin avec la coqueluche, très bien, merci. Qui est responsable en cas d'accident post-vaccinal? Vous, parents. Comment ça? Bah oui, parce que l'État français se désengage. Elle ne rembourse les dégâts que pour le vaccin obligatoire, c'est-à-dire diphtérie, tétano, polio. Jacques Bessin entend donc garder les carnets de vaccination vierges. Il estime qu'aujourd'hui, la loi permet à chacun de décider ou non s'il veut se faire vacciner.
L'article 1111-4 de la loi Kouchner autorise tout citoyen à accepter ou refuser un acte médical. Et la vaccination, c'est pas un acte administratif, c'est un acte médical à part entière. Jusqu'en 2008, les doutes sur la vaccination n'étaient partagés que par une minorité. Mais en 2009, la crise de confiance prend soudain une nouvelle ampleur. Ce taux passe en 2009 à 40%, c'est-à-dire près de la moitié de la population française, un peu plus d'un tiers, se déclare désormais défavorable à la vaccination en général. Car 2009 est l'année de la fameuse grippe H1N1. Souvenez-vous, l'OMS annonce un risque d'épidémie mondiale. L'organisation appelle à des mesures d'urgence. En France, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, donne l'exemple. Le gouvernement veut faire vacciner toute la population. 94 millions de doses sont commandées en urgence. Or, les médecins eux-mêmes sont partagés sur l'intérêt d'une vaccination générale. Seuls 8% de la population répond à l'appel. Dans le même temps, l'épidémie s'avère beaucoup moins dangereuse que prévu. Le résultat est dévastateur. Cette crise de la grippe H1N1 en 2009 a montré la relativité de la parole des autorités de santé qui ont surestimé le danger, qui ont exagéré l'importance de la vaccination, l'importance de la maladie, des médicaments et de la vaccination. Donc du coup, on se rend compte qu'il ne faut pas forcément les croire, parfois elles exagèrent. 4 ans après, c'est encore une fois la question des effets secondaires qui fait débat. Vacciner autant, était-il vraiment nécessaire ? Tu me fais penser au Xyrem parce que je suis capable d'oublier. Magali a 42 ans. Il est rare de la croiser sans Patrick, son époux. Car elle est atteinte de narcolepsie-cataplexie, une maladie qui peut la faire s'endormir brutalement n'importe où. À l'hiver 2009, elle se fait vacciner comme des millions de personnes contre la grippe H1N1. Pour elle, le vaccin allait de soi, elle le fait avant tout pour protéger son entourage. Mais quelques mois plus tard, elle est atteinte de curieux symptômes. Le simple fait de rire, je tombais inanimée aux yeux des autres, mais moi je les entendais tous. Tomber brutalement au sol, sous le coup d'une simple émotion comme le rire, la tristesse ou la surprise. C'est ce qu'on appelle la cataplexie. Et pour cette mère de 2 enfants, cela pouvait arriver jusqu'à 4 fois par jour. Elle n'était pas la même. Il y a eu un changement profond de la personne. Franchement, elle m'a fait peur. Au départ, ça n'a pas été facile pour moi et mes enfants. La maladie bouleverse sa vie. Alors qu'elle travaille depuis 16 ans dans la même maison de retraite, elle est licenciée pour mise en danger de la vie d'autrui du fait de ses brusques accès de sommeil répétés. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour une consultation à 200 km de chez elle, au CHU de Montpellier, dans le service du professeur Dauvillier. Bonjour. Bien ? Oui, impeccable. L'un des meilleurs spécialistes français des maladies du sommeil. Alors où en sommes-nous actuellement ? Toujours pareil, ça va bien. Ça va bien ? Ouais, impeccable. Est-ce que vous pouvez lutter si vous deviez reprendre une activité professionnelle? Est-ce que vous pourriez ne pas dormir? Impossible. C'est même pas du sommeil. J'ai l'impression que c'est plutôt une masse qui nous tombe dessus. C'est plus violent que le sommeil. Je sais pas. Pour le professeur Dauvillier, la cause de la maladie de Magali ne fait plus guère de doute. Dans le cas de Madame Jacquier, le déclencheur, je dirais le plus probable, c'est ce vaccin H1N1. On a eu beaucoup de patients qui ont décrit des symptômes de cette maladie peu de temps après avoir été vaccinés. Et Madame Jacquier fait partie de ces patientes, puisqu'il y en a à peu près, je dirais, une 50aine, 60aine en France actuellement. Et ces cas français ne sont pas isolés. En Europe, il y aurait eu 450 personnes qui auraient déclenché une narcolepsie après la vaccination. Plusieurs enquêtes ont été lancées. Le professeur Dauvillier et ses confrères arrivent tous à la même conclusion. La vaccination H1N1 a augmenté de façon importante le nombre de nouveaux cas de narcolepsie. Mais en quoi le vaccin serait-il responsable ? Magali, comme tous les autres patients atteints, avait une prédisposition génétique. La vaccination ayant stimulé les anticorps de Magali, il serait devenu comme fou et aurait détruit certains de ses neurones. Cette réaction en chaîne, qu'on appelle auto-immune, aurait donc provoqué sa maladie. Et pour elle,
le vaccin a multiplié par 4 le risque de développer la narcolepsie. Grâce à un lourd traitement, Magali parvient à vivre à peu près normalement. Mais quand on lui demande si elle serait prête à se faire vacciner à nouveau, sa réponse est formelle. Non, je me ferai plus vacciner. Non, non. Je ferai vacciner mes enfants pour le tétanos, tout ça. Je vous dis à bientôt alors. Merci. Merci à vous. Hein. Alors fallait-il vacciner contre la grippe H1N1? Si le professeur Dauvilliers comprend la réaction personnelle de Magali, il est lui beaucoup plus partagé. La question qui doit être posée, c'est toujours le rapport entre le bénéfice et le risque. La vaccination entraîne des effets secondaires. Donc il faut à chaque fois, comme tout médicament ou vaccin, bien voir le rapport bénéfice-risque d'une prise en charge. Donc le risque attribuable, encore une fois, est faible pour la narcolepsie. Avec le vaccin H1N1, une personne sur 20 000, c'est très faible. Donc si on a sauvé beaucoup de grippe et de morts à cause de la grippe, ou pas forcément de morts, mais de conséquences majeures du fait de la grippe, il faut relativiser. On n'a eu que 60 cas en France, maximum. Car il est une vérité douloureuse à rappeler. Pour les vaccins, comme pour tous les autres actes médicaux, le risque zéro n'existe pas. Cette notion de risque zéro, je pense qu'elle va faire le gros de notre débat ce soir. On va revenir sur l'affaire des vaccins, bien évidemment, parce que c'est une question que vous vous posez sans doute chez vous. Est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas? Je l'ai dans mon frigo, le vaccin. Est-ce que je le sors? Est-ce que je vais chez le médecin avec? Je suis sûr que vous êtes très nombreux à vous poser la question. Nos invités, le professeur François Bricaire, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, la biologiste de formation députée européenne Michel Rivasi, qui avait fait un rapport sur le H1N1 à l'époque, le virologue Jean-Claude Manuguera, moi j'aime vous appeler chasseur de virus, parce que ça me fait rêver. Et puis notre médecin de famille, le docteur Dominique Dupagne, qui est aussi un blogueur, à tout.org. Avant de mettre les vaccins sur le grill, je voudrais vous soumettre simplement la réflexion d'un de vos confrères scientifiques, le professeur Raoul, qui est microbiologiste à Marseille. C'était dans Le Point. Regardez ce qu'il dit. Arrêtons de fantasmer sur des menaces hollywoodiennes. Alors on parle évidemment à toutes celles dont on vient de parler. Occupons-nous de la grippe. Monsieur Manuguera, il vous est arrivé de vous faire peur, vous? Ou est-ce qu'on crie au loup comme ça par principe pour se protéger ou se surprotéger? Non, je crois que vous savez, le reportage était excellent, enfin le documentaire était excellent. On a bien vu l'impact de la grippe espagnole qui a beaucoup frappé les esprits avec ces millions de morts. On ne sait pas très bien combien exactement. Entre 50 et 100 millions. Oui, c'est peut-être un peu moins, même si c'est que 40, même si c'est 20. C'est plus que la Première Guerre mondiale, on l'a dit. C'est beaucoup. Et en fait, lorsqu'on travaille sur la grippe, on est un peu obsédé par cette épidémie qu'on ne veut pas revoir. Et c'est vrai qu'au moment, en 2003, au moment du SRAS, lorsque nous sommes allés là où l'alerte avait été lancée, c'est au Vietnam, on craignait que ce soit le début d'une grande pandémie avec un virus qui se répandait très très vite et qui était très sévère, celui-là. C'était le SRAS, on ne savait pas. Et là, je dois dire que lorsque j'ai été convaincu que ce n'était pas la grippe, j'étais soulagé. Quand vous avez été convaincu que ça n'était pas la grippe? Oui, pas la grippe H1N1. Je comprends. Le SRAS, pour vous, c'est moins grave que la grippe. La grippe, c'est l'ennemi. En fait, oui, je pense que je ne le savais pas, mais nous avons une grosse chance avec le SRAS, c'est que contrairement à la grippe, on n'est pas contagieux avant d'être malade, et ça rend les mesures sanitaires efficaces, ce qui n'est pas possible pour la grippe. On doit venir à d'autres mesures, notamment la vaccination. Regardez, en France, il y a 3,5 millions de personnes qui, chaque année, sont touchées par la grippe, malades à des degrés divers. Bon. On est capable de dire, professeur Bricaire, combien la grippe tue de gens en France chaque année? Il faut reconnaître que c'est assez difficile et que malheureusement, tout dépend de la façon dont on envisage les choses. Est-ce que les gens meurent directement du fait de la présence, donc de la responsabilité du virus? Et là, il faut reconnaître que le nombre de décès est en général relativement limité, des centaines. On a un chiffre de 153 pour l'hiver dernier, ce qui vous semble raisonnable. Qui paraît un chiffre autant que les déclarations soient faites, que les diagnostics, ce qui n'est pas simple toujours, soient faits, oui. Mais lorsqu'on parle de mortalité de grippe, c'est aussi souvent les mortalités par conséquence
de ce qu'a entraîné le virus de la grippe. C'est-à-dire qu'il a déséquilibré un état précaire chez des personnes qui avaient par ailleurs des problèmes respiratoires. J'entends ce qu'on appelle les personnes à risque. Exactement. C'est pour ça que c'est à ceux-là qu'on prescrit une vaccination. Absolument. Et ces gens, quand ils sont en situation difficile et qui basculent dans les complications dues au virus de la grippe, ils vont pouvoir décéder. Et à ce moment-là, on augmente considérablement le nombre de décès répertoriés ou attribués à la grippe. Oui, docteur Dupagne, vous avez l'impression que vos patients sont conscients de ça? D'ailleurs, est-ce que c'est ce que vous leur dites, faites-vous vacciner, vous? En tout cas, pour les morts, on est un peu comme dans l'actualité récente. C'est 7000 morts d'après les organisateurs et 300 d'après la police, si vous voulez. C'est-à-dire que suivant la façon dont on regarde... C'est comme les manifestations, oui, je vois bien. Il y a en effet... Quand on compte les décès pour lesquels le mot grippe est associé au certificat de décès, comme ça a été fait de temps en temps, on a quelques centaines. Pour arriver aux quelques milliers de morts qu'on agite au moment des campagnes de vaccination, il faut lire des courbes de mortalité, un peu comme on mirerait du marc de café, si vous voulez, en se disant, à ce moment-là, le virus était par là, il y a eu un petit peu plus de morts, ça doit être dû à la grippe. Mais c'est une interpolation extrêmement hasardeuse. Pour parler clair, vous ne vaccinez pas, vous ne prescrivez pas la vaccination à vos patients? J'ai une position neutre vis-à-vis de mes patients. Je leur dis, écoutez, la grippe, l'intérêt de la vaccination, puisqu'on ne sait toujours pas si la vaccination permet d'éviter des morts ou des complications, on n'a absolument aucune preuve de ça actuellement. Je leur dis, écoutez, si vous vaccinez, vous diminuez par 2, de 50%, la probabilité de passer une semaine au lit tous les 10 ans. Voilà. Et pour ceux qui ont peur de mourir de la grippe, je leur rappelle que pour un sujet jeune, la probabilité de mourir de la grippe est à peu près équivalente à celle de gagner au loto, puisque l'âge moyen du décès de la grippe, quand on l'a mesuré, c'est 86 ans. Oui, tous les gagnants ont tenté leur chance, comme disait l'autre. Bien sûr, mais c'est plutôt, quand c'est un décès en dehors de la grippe H1N1 qui était un petit peu particulière, c'est la fin de vie, c'est le dernier souffle, si vous voulez, où ça va emporter un vieillard dans la tombe. C'est ça, la mortalité de la grippe. Maintenant, le sujet jeune de 20 ans qui fait une grippe fulminante et qui meurt, c'est une rareté. C'est vraiment une rareté. Je voudrais vous soumettre la question d'Isabelle, qui nous a laissé ça sur le site internet, Isabelle de Mulhouse. Mon médecin me dit que ça n'est pas la peine de se faire vacciner, je suis perdu, que dois-je croire? C'est vrai qu'on peut être perdu. Vous me dites quoi? Vous me dites qu'il faut se faire vacciner, professeur Bricker? Ça dépend. Il faut considérer un certain nombre d'éléments. La vaccination est recommandée chez un certain nombre de personnes et elle n'est pas obligatoirement à proposer à certaines personnes qui sont parfaitement en bonne santé. Vous êtes vacciné Je suis vacciné. Vos infirmières sont vaccinées contre Pas la grippe? toutes, alors. Pas toutes. Alors, je suis obligatoire. vacciné parce que je suis convaincu de la nécessité pour le corps de santé, de se vacciner pour ne pas transmettre le virus à des malades. C'est un élément nécessaire pour éviter la nosocomialité de cette maladie. La transmettre au sein de l'hôpital. Voilà. Maintenant, malheureusement, nous n'arrivons pas à convaincre même nos propres infirmières en service de maladies infectieuses. Parce que je ne crois pas. Michel Rivasi. Oui, moi je suis un peu Pourquoi? surprise. À cause du H1N1? Je trouve que le débat est assez intéressant parce que au début, M. Manugara nous dit c'est un fléau, il faut se faire vacciner. Et puis J'ai après, pas dit qu'il faut se faire vacciner, j'ai dit c'est un fléau. Oui, c'est un fléau. Je n'ai pas parlé de la vaccination. Quand on regarde les chiffres, parce que moi j'ai été très surprise quand j'ai fait ce rapport sur la grippe H1N1. Au début, on me disait mais la grippe saisonnière, c'est de 5 000 à 6 000 morts par an. Et puis après, j'ai demandé mais d'où viennent ces chiffres? Et lorsqu'on a regardé la grippe H1N1 en France, c'était 124. Et vous venez de dire tout à l'heure 153 l'hiver dernier. Que l'hiver dernier, donc c'est en dehors de la grippe H1N1, 153. Donc vous voyez que c'est quand même très minime. Et M. Dupagne vous dit, avant de mourir de la grippe, alors c'est souvent recommandé pour les personnes âgées, mais vous voyez bien que là, il y a un discours qui ne tient pas la route. On vous en fait un fléau, M. Manugara, et puis après, quand on voit la réalité, c'est 3 fois rien. Mais par contre... Ça dépend de ce que vous regardez. Mais par ça dépend de ce que vous regardez. Ça a été très bien dit. Allez-y, terminez, puis vous allez lui répondre. Il y a des laboratoires pharmaceutiques qui veulent absolument vendre les vaccins. Sur l'histoire du Panemrix, alors moi j'ai été directement confrontée par ça. Panemrix, il faut sous-titrer. C'est un vaccin que fournit GSK, donc est un laboratoire pharmaceutique, et qui a été énormément déployé pour la grippe H1N1. Lorsque j'ai fait ce rapport, j'ai regardé un peu dans toutes les agences sanitaires des pays européens. Je suis allé voir le commissaire, qui s'appelait à l'époque M. Dalli. Et je lui ai dit, attendez, M. Dalli, il faudrait vite interdire ce vaccin, le Panemrix, parce qu'il semble qu'en Suède et en Finlande, il y a des agences sanitaires qui ont vite fait remonter ces effets secondaires. Le commissaire s'adresse à l'Agence européenne des médicaments, qui nous réplique « Mais non, mais ça, vous savez, en Finlande et en Suède, il doit y avoir un gène qui prédispose à la narcolepsie. »
Je leur ai dit, écoutez, excusez-moi, mais en France, en Espagne, en Italie, il y a aussi des cas de narcolepsie. Eh bien, j'ai mis à peu près 6 mois pour obtenir le fait qu'on ne donne plus ce vaccin aux enfants de moins de 20 ans. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, vous voyez qu'un vaccin, c'est pas anodin. On nous avait présenté la grippe H1N1 comme vraiment un fléau qui allait amener des milliers de morts. C'était le risque, réellement. Je veux dire, c'est celui que tous les deux, je crois que vous avez plaidé à l'époque pour une vaccination globale. Je suis allé au Mexique voir ce qui se passait au début de la pandémie. On avait là des chiffres de létalité de grippe, une mortalité globale qui était beaucoup plus élevée par la suite de la pandémie. Les chiffres, et à ce moment-là, des publications sérieuses, extrêmement sérieuses de modélisateurs disaient que la grippe H1N1 pandémique, c'était 0,4% de malades qui mouraient. Et là, ça fait plusieurs milliers de morts, ça fait 12 000 morts pour la France, pour un pays comme la France. Donc attendez, pour être simple et pour parler clair, pardonnez-moi. Je vous signale. Attendez, oui, juste une seconde. À l'époque où vous parlez l'un et l'autre, parce qu'encore une fois, vous conseillez l'un et l'autre, une vaccination globale, notamment vous, professeur Bricaire, qui conseillez directement le gouvernement. À l'époque, vous vous dites, il va y avoir une hécatombe. Une hécatombe. Il y a un risque. Non, il y a un risque important. Il y a un risque important. Vous n'êtes pas la seule des labos, vous n'êtes pas rémunéré par les labos pour vendre plus de vaccins à l'époque. Il n'y a aucun problème. Je pose la question carrément. Hein. Ah oui, vous pouvez. Parce la que les gens, réponse, elle est très claire. Vous n'avez jamais été consultant pour Novartis, GSK, etc. Consultant, si, comme tout. Vous avez été consultant pour les laboratoires pharmaceutiques. Oui, bien entendu. Eh bien, dites-le. Ne dites pas, comme vous venez de le déclarer, que vous n'avez pas de lien avec les laboratoires pharmaceutiques. Non, de lien d'intérêt au sens financier du terme, ce qui est quand même différent de ce que... Non, mais... Enfin, on va y revenir, mais allez-y. Là-dessus, il est normal que les industriels dans une spécialisation qui est la vaccination, de même qu'en antibiothérapie, de même qu'en antivirologie, de même que n'importe quoi, un cardiologue pour l'hypertension artérielle, etc., soient consultés par l'industrie, parce qu'il est compétent dans le domaine. Ma question, c'est, pardonnez-moi, c'est en toute conscience, vous dites à l'époque, il faut vacciner tout le monde. Oui, alors... Vous ne retirez rien de ça aujourd'hui. Non. Dans la même situation aujourd'hui, vous diriez, il faut vacciner tout le monde. Je maintiens cette attitude dans la mesure où, comme l'a dit Jean-Claude Maduguera, lorsque l'épidémie a commencé, elle a été exprimée sur un mode fort. Et que, ça c'est la première remarque, et que deuxièmement, on ne sait pas, et on ne sait jamais, et on ne saura à mon avis probablement jamais, comment évolue un phénomène épidémique qui devient pandémique, avec éventuellement une modification des caractéristiques du virus, qui même si au début il peut paraître relativement sympathique, peut devenir par mutation beaucoup plus virulent. Ou si je comprends bien exactement l'inverse. Ou l'inverse. Il peut être très virulent, c'était le cas du H1N1, et tout d'un coup s'éteindre. Et c'est ce qui s'est passé en 1918, où il y a eu une première poussée qui n'a pas paru très importante, et il a fallu attendre 6 mois de plus pour voir apparaître la grande poussée épidémique qui a été particulièrement mortelle. Deuxième élément, le vaccin, ça se prépare, et ça met du temps à se préparer. Or, le vaccin, quand on le prépare, il faut aussi le commander. Il faut que, en période épidémique, la population qui souhaite éventuellement se faire vacciner puisse avoir à disposition, donc autrement dit, que les commandes soient faites par les États pour qu'on ait au bon moment. Donc, effectivement, il y a des éléments de pari. Là, il s'est trouvé que le virus H1N1 en question n'était pas particulièrement virulent et que, en fait, tout le monde aurait dû s'en réjouir et que finalement on l'a regretté. Mais pourquoi vous n'avez pas arrêté alors? Admettez. Pourquoi vous n'avez pas arrêté et conduit Mme Bachelot à ministre de la Santé à acheter plus de 95 millions de doses? Admettez que le virus se soit exprimé de façon beaucoup plus virulente et que Mme Bachelot ait dit oh, c'est pas la peine d'acheter des vaccins, et qu'à ce moment-là, on se soit retrouvé sans possibilité de vacciner alors que l'épidémie devenait particulièrement virulente. On le savait déjà, M. Briquet. Alors, je crois qu'on a bien posé les choses sur l'affaire du H1N1. Attendez, pas au moment du mois de mai. Docteur Dupagne, et on ne va pas refaire totalement l'histoire, mais je crois que vous êtes défendus les uns et les autres. Vous avez plutôt porté l'attaque. Et c'était intéressant là-dessus parce que ça a impacté, ça a entraîné une forme de soupçon qui est encore là aujourd'hui par rapport au vaccin. Je peux vous le soumettre, des questions de téléspectateurs? J'ai beau me vacciner chaque année, je tombe malade quand même. Alors le vaccin, c'est fini pour moi. Stéphanie de
de Saint-Brun. On peut se faire vacciner et tomber malade. Personnelle, on peut se faire vacciner contre la grippe et avoir quelque chose qui ressemble à une grippe. On peut ne pas se faire vacciner et ne jamais avoir la grippe. C'est possible et c'est pas à partir d'expériences personnelles qu'on peut. Mais je voudrais quand même dire quelque chose à propos des virus. Le but des virus, si on peut penser qu'un virus a un objectif, en tout cas ce qui fait qu'un virus survit, c'est certainement pas de tuer des gens. Un virus qui tue son porteur a échoué. Le but d'un virus, c'est d'avoir un porteur qui reproduit le virus et qui le diffuse. Et donc nous vivons en équilibre avec des virus depuis des centaines de milliers d'années, des virus de la grippe. Et il y a un équilibre qui s'est fait pour avoir dans notre espèce des virus qui rendent suffisamment malades pour tousser et pour répandre des virus, et pas trop pour ne pas tuer le porteur. Lorsqu'on a eu des grands problèmes, c'est lorsqu'il y a eu des ruptures écologiques. Par exemple, la guerre de 14-18 a affamé l'Europe. Les gens étaient faibles, ils étaient malnutris, et il y a probablement une responsabilité importante du terrain, c'est-à-dire de la santé des gens dans l'hécatombe. Et l'autre chose, c'est que moi j'ai appris... Tu es en train de me dire en gros que dans une société en bonne santé, un virus c'est ne en peut tout cas pas une explication provoquer possible. 1 million de morts. C'est une explication possible, en tout cas de la non-virule. Mais le côté, le virus d'un seul coup va devenir mortel et tuer tout le monde, c'est un non-sens darwinien. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs mutations virales, c'est certainement pas celui-là qui va se diffuser. Et lorsqu'on a vu qu'à Mexico, qui était quand même une ville où vous avez 20 millions de personnes qui vivent les uns sur les autres, quand j'ai vu avec mes confrères généralistes au mois de septembre que finalement il n'y avait pas eu l'hécatombe attendue, il nous a paru évident que nous n'étions pas face à un virus très dangereux de type espagnol. Et c'est là qu'il y a une discordance entre la campagne officielle et le ressenti des gens. Jean-Claude Manigat. En septembre, oui, pas au mois de mai. Non, or, les commandes ont été faites au mois de mai. Donc, oui, mais après, on a eu... Oui, on a toujours un décalage. Oui, il y a toujours une fois que c'est signé, comme dit l'autre. Vous me permettez que je revienne aux questions que se posent sans doute nos téléspectateurs et qu'ils ont manifesté très largement. Je voudrais que vous répondiez de manière assez brève à chaque fois, mais en même temps, ce sont des questions qui sont importantes. Est-ce qu'il est vrai qu'on recycle encore aujourd'hui les vaccins invendus de 2009 dans les vaccins contre la grippe ? Non. Non. C'est non ? Non. 50%, je vous montre ce sondage qui est assez étonnant. 50% des Français pensent que le vaccin peut donner la grippe. Est-ce qu'un vaccin peut rendre malade ? Transmettre le virus qu'il porte, non. Sauf certains vaccins qui sont faits à base de virus vivants, qui sont dits atténués, c'est-à-dire qu'on les rend peu pathogènes, et ceux-là, s'ils sont insuffisamment rendus faibles, ils peuvent déclencher effectivement. Alors là, pardonnez-moi, je veux des noms. Ils ne sont pas disponibles en France. Alors en France, ils ne sont pas disponibles en France. Déjà, vous m'avez sauvé la vie, c'est parfait. Voilà, donc c'est pas le cas du on les trouve où, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc ceux-là, oui, éventuellement, peuvent, pour répondre à votre question. Oui, oui. Maintenant, en France, le problème ne se pose pas, parce que nous avons des vaccins à base de virus tués. Donc ces virus sont complètement inactifs sur le plan de la pathogénicité qu'ils pourraient déclencher. Et en revanche, ils gardent leur pouvoir qu'on appelle immunogène, c'est-à-dire d'assurer une protection contre la maladie. On parle d'adjuvants dangereux et notamment les sels d'aluminium. Vrai ? Ouais. Vrai. Vrai quoi ? Vrai dangereux ? On a un gros souci avec le DTP, qui est le vaccin obligatoire. Vous savez qu'il y a une association qui s'est créée parce que ça développe ce qu'on appelle la myophasie macrophage, qu'il y a pas mal de chercheurs en France qui travaillent là-dessus, c'est-à-dire des problèmes cognitifs, problèmes musculaires, problèmes articulaires, et ça serait dû à l'aluminium qui migrerait au niveau du cerveau. À quoi, pardonnez-moi, à quoi ça sert un adjuvant dans un vaccin ? Un adjuvant, ça sert à amplifier, si vous voulez, la réponse immunitaire. Le rendre plus efficace. Ça le rend, si vous voulez, ça amplifie le nombre d'anticorps, si vous voulez, qui va résister par rapport à cette maladie. Et on a un gros souci avec cet aluminium. On l'a retrouvé dans l'hépatite B. Il y a de l'aluminium. On le retrouve dans le vaccin sur le Gardasil. Et c'est le vaccin contre le papillomavirus dont on a parlé récemment. Tout à l'heure, parce que c'est un gros souci. Voilà. Et ce qu'on voudrait, notamment au niveau du DTP, qui est obligatoire, on a interpellé la ministre Marisol Touraine pour lui dire que l'Institut, alors Sanofi Pasteur, avait avant un DTP sans aluminium et qu'on voudrait qu'il le refasse. Sauf que l'industriel dit non, moi je produis celui-là, il n'y a pas de souci, circulez. Docteur Dupagne. Oui, il faut comprendre ce que c'est qu'un adjuvant parce que c'est au cœur de beaucoup de problèmes. Le Pandemrix contenait un adjuvant et le vaccin grippal actuel ne contient pas d'adjuvant. Vous avez une petite animation. Je me fais vacciner aujourd'hui contre la grippe, il n'y a pas d'adjuvant dans mon vaccin. Alors, il n'y a pas de sel d'aluminium ou autre. Il y avait une petite animation très précise qui montrait un corps étranger qui arrive, des macrophages qu'il digère et qu'il présente aux lymphocytes.
Mais heureusement, chaque fois qu'un corps étranger rentre dans notre organisme, on ne développe pas une réaction immunitaire, sinon on serait allergique à tout, parce que le pollen, c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme on n'injecte plus de virus capables de provoquer une mini-infection, comme on l'a vu pour la variole, il faut signaler au système immunitaire qu'on a introduit un corps étranger méchant. Et qu'est-ce qu'on fait? On met un produit qui va mettre le feu localement, qui va provoquer une inflammation, de façon à ce que notre système immunitaire dise, il y a ce germe, enfin ce morceau de germe, plutôt cette protéine, et il y a le feu. Donc, c'est un germe méchant et je vais développer une réaction immunitaire. Mais le problème, et tout le débat sur les vaccins, c'est est-ce que ce petit feu qu'on allume pour signaler à l'organisme qu'on est face à un germe, est-ce que ce petit feu ne peut pas se développer et provoquer un incendie qui est une maladie immunitaire? Je suis assez frappé par le fait que finalement, vous dites, attention, ça provoque des choses, on sait les nommer, et vous me répondez, attention, le lien n'est pas fait. Et il y a une question qui nous est parvenue de Guillaume, qui nous a laissé cette question de Nîmes. On nous rebat les oreilles avec le principe de précaution. Pourquoi n'existe-t-il pas pour les vaccins? Il n'y a pas de principe de précaution pour les vaccins. On part du principe qu'un vaccin, il est plus important finalement d'avoir cette arme vaccin que de la minorer parce qu'il y a quelques cas négatifs. C'est ça que vous êtes en train de me dire ce soir, finalement. Oui, je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y a pas de principe de précaution. Le principe de précaution doit être appliqué dans la relativité des choses sur un risque qui existe d'une pathologie, en l'occurrence, d'une maladie infectieuse, et du risque potentiel de quelques effets secondaires, car il n'est pas question de nier l'existence. Le phénomène d'injection d'un vaccin est une stimulation du système immunitaire, c'est un geste médical et il n'existe pas de gestes médicaux qui soient sans risque. Ça a été très bien dit en conclusion de votre reportage, le risque zéro n'existe pas. Ça vaut pour n'importe quel médicament sur le marché. Absolument. Et c'est le coût bénéfice. Et on arrive, et c'est ça qu'il faut analyser en matière de vaccination, c'est quel est l'avantage que l'on peut apporter à une population. Et quand on parle de diphtérie, quand on parle de tétanos, quand on parle de poliomyélite, et je pourrais allonger la liste. Non mais ça m'intéresse de vous parler de celui-là. Eh ben, les bénéfices sont tellement majeurs que finalement, comme ça a été aussi très bien expliqué, ça se retourne contre les vaccins, puisque les gens disent que c'est la diphtérie, ça n'existe pas. Où est-ce que vous avez vu une diphtérie? Il suffirait d'arrêter la vaccination antidiphtérique pour que ça reparte immédiatement. Je vous montre une chose qui est très frappante dans le document qu'on a vu. Le vaccin obligatoire dont vous venez de parler, ce que j'appellerais le vaccin simple, ce qu'on appelle DT polio, il est là. Il vaut 10 €. Oui. Aujourd'hui, curieusement, il est plus disponible pour les enfants. C'est un vaccin pour adultes, dans sa version simple. Celui qu'on fait, le plus vendu, c'est celui-là. C'est-à-dire l'Infanrix Exa, 42 €. Et alors, dans celui-là, en plus du DT polio, on va vous rajouter coqueluche, grippe B, hépatite B. Autrement dit, de manière obligatoire, finalement, docteur Dupagne. Non, pas obligatoire. Il y en a qui sont moins chers et qui sont moins valants. Il y en a qui sont diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Donc on m'a rajouté la coqueluche comme un vaccin obligatoire. Voilà. En même temps, et en 5, on rajoute l'hépatite B. Oui, mais il y a un manque de logique. Par exemple, moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de ne pas vacciner un enfant contre la coqueluche, si vous voulez. Vous l'avez dit. Et donc, à la limite, si je devais mettre un vaccin obligatoire, d'ailleurs, je mettrais plutôt le rougeole, l'oreillon, rubéole, plutôt que la diphtérie, par exemple, en termes de fréquence. Parce que la rougeole est en train de réapparaître. Mais il y a une crise de confiance qui est apparue. Si vous voulez, en France, on a une habitude détestable qui consiste non pas à informer les gens, mais à définir une stratégie et ensuite de fabriquer l'information qui va valider la stratégie. C'est ce qui est arrivé pendant la grippe H1N1. Le problème, c'est qu'avec Internet, les gens s'informent beaucoup plus facilement et ils se sont rendus compte qu'on les a trompés, que ce fameux terrorisme, que cette culture de la peur ne collait pas. Et du coup, ils se sont détournés de vaccinations importantes parce qu'il y a une crise de confiance. Et il faut absolument, et là c'est un message que les pouvoirs publics comprennent, il faut arrêter de faire ça. Il faut informer les gens, mais mentir pour la bonne cause, ça n'a aucun sens, ça ne marche pas. On ne vaccine pas trop, on vaccine mal. Enfin, on vaccine de manière forcée. On vaccine trop. On vaccine trop. Non. Non, c'est-à-dire non. Non, on ne vaccine pas assez. Pas pour la rougeole, non, pas trop, ça c'est clair. Oui, non, mais c'est clair que la rougeole, la France a été quand même le pays le plus concerné en Europe par l'épidémie de rougeole, parce que la couverture vaccinale était très insuffisante et que les autorités, en particulier l'Institut de veille sanitaire, avaient fait largement sa campagne pour dire que si on ne vaccinait pas en France, on aurait une épidémie de rougeole. Donc là, ça s'est passé tel que prévu, malheureusement. Donc, si on referme cette page, cette partie de débat sur le vaccin, on peut dire quels sont les vaccins qu'il faut faire absolument ou de manière
évidente là, cet hiver? Ce qui est compliqué, c'est que quand on n'est pas vacciné, on est protégé par ceux qui sont vaccinés. C'est Oui. ça qui est terrible. C'est Donc que on se sent quelqu'un pas qui en danger. actuellement ne va pas se vacciner contre la diphtérie a très peu de chances d'attraper la diphtérie. Donc c'est très égoïste. C'est un cordon comme point de vue. sanitaire, c'est ça. Mais il qui est clair que établi. diphtérie, tétanos, polio, rougeole, rubéole, oreillon, tout ça, c'est des maladies contre lesquelles il faut absolument se vacciner. Répétez-moi ça, s'il vous plaît. Diphtérie, tétanos, polio, Coqueluche. rougeole, oreillon, coqueluche. Absolument. Rougeole, oreillon, rubéole, pour Bien, moi, c'est mais la là, base. Il y a une forme de consensus. On va reparler notamment des laboratoires. Je sais que c'est un sujet qui est important pour vous, Michel Rivasi, parce que on va les retrouver sur un autre front dont on va